Alors merci aux organisateurs. Donc on va parler de médecine personnalisée, de médecine prédictive. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on attend de la médecine? Alors, beaucoup comme moi ont été éduqués avec le courant voltairien. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. C'est encore un peu vrai souvent. Alors il faut surveiller les médecins. Très important. Donc si la médecine pendant longtemps a été astrale, spirituelle, ça c'est plutôt la médecine médiévale, la médecine hippocratique était humble et palliative. Et on voit qu'on considérait l'environnement et que la médecine n'a essayé de devenir scientifique qu'un peu plus tardivement. Il y a dans l'inconscient collectif des histoires qui ont marqué la médecine. La peste noire, vous savez, qui avait décimé près de 50% de la population européenne et près de 60 millions de Chinois, et tout simplement à cause d'une maladie contagieuse. Alors on s'est dit peut-être qu'il faut arrêter avec les astres, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe en médecine. Et on voit au début du XXe siècle, près de 15 millions d'Américains qui sont décédés, plus de 40 millions de morts, encore une fois avec une maladie infectieuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des grandes problématiques, ces maladies contagieuses, et un agent pathogène en 24 heures peut faire le tour de la planète, alors ce qui n'aide pas effectivement les réactions de populisme, d'isolationnisme, de xénophobie, etc. Donc cette médecine-là, elle va devoir être de plus en plus personnalisée, elle rentre dans un champ politique. Concernant ma discipline, la cancérologie, Nixon disait en 71, dans 10 ans, nous aurons vaincu le cancer. Alors on ne l'a pas vaincu, mais il a quintuplé les budgets du NCI, de toute la biologie, et puis on voit qu'on a amélioré notre survie globale. Le cancer, c'est assez important. Vous savez qu'il y a 1 million de morts par an par sida dans le monde. Aujourd'hui, il y a 10 millions par cancer, mais en 2025, c'est 19 millions de morts par cancer dans le monde, dont 70% dans des pays qui ont moins de 5% de la ressource allouée à ces traitements. Alors, de par le monde, on a effectivement énormément de centaines de milliers de chercheurs qui ont travaillé sur cette cellule. Et avant, quand on voyait cette cellule-là, on attendait la diapositive suivante. Mais finalement, on s'est habitué à travailler avec parce qu'on voit que chaque point de signalisation, ça nous a permis de développer des médicaments avec des serrures, des clés, des thérapies ciblées. Et ça, c'est assez important. Et toute l'histoire de la cancérologie des médicaments, vous voyez, c'était la chimiothérapie, la radiothérapie sur le noyau des cellules tumorales. Et on voyait qu'avec ça, on n'allait pas très loin. C'était pas mal, mais on n'allait pas très loin. Ensuite, on a découvert ces récepteurs enchâssés dans la membrane, avec tous les HAB, les anticorps monoclonaux, trastuzumab, rituximab, pertuzumab, etc., qui se donnent en perfusion et qui ciblent la partie extracellulaire. Et les IB, c'est toutes ces petites molécules, les comprimés, erlotinib, gefitinib, imatinib, etc. Et là, c'est la partie inhibiteur tyrosine kinase intramembranaire. Et maintenant, on commence à travailler sur des checkpoints en interne. Donc finalement, la cellule, c'est très bien, l'environnement tumoral, c'est pas mal. Et toute l'histoire de la médecine personnalisée, elle se résume à peu près sur cette diapositive. Si vous avez les 3 personnes vertes qui sont guéries, il faut identifier la rouge qu'il va falloir traiter, pour la traiter et bien la traiter. Mais si vous faites de la médecine statistique, tout le monde a un risque dans cette population statistiquement. Il y a 25% de risque de rechute et d'embêtement. Donc soit vous allez surtraiter la majorité de la population, soit vous allez essayer de sous-traiter pour ne pas fragiliser. Donc toute l'histoire de la médecine, c'est d'arriver à être plus sélectif, plus personnalisé. Alors il y a eu pas mal de révolutions, et notamment la révolution génétique. Elle est récente, vous voyez que dans les années 70, c'est Monod qui disait « La taille moléculaire de l'ADN interdit sans doute à tout jamais de modifier le génome ». Et alors les plus grands généticiens, ils travaillent sur 1000 paires de bases. Alors, on a 3 milliards de paires de bases. Maintenant, en appuyant sur un bouton on-off, vous pouvez séquencer 50 milliards de paires de bases par heure pour un prix de moins de 100 €. C'est même pas le prix d'un jean. Alors c'est vrai que la génétique a certainement un impact, mais on sait qu'on les régule, ces gènes. L'épigénétique, on va jusqu'à des protéines qui sont fonctionnelles ou pas, la protéomique. Et donc on a identifié des mécanismes épigénétiques dont on pourra parler, qui sont quand même très intéressants. Alors est-ce qu'il a fallu... Alors on a 2 types de génétique, la génétique des familles constitutionnelles et la génétique somatique. Mais avant l'ère des généticiens, on savait qu'il y avait une influence de l'environnement sur l'homme. Ici, je rapporte les Rougon-Macquart et Zola, les tares héréditaires et l'influence du milieu sur l'homme. Et vous connaissez tous le syndrome d'Angelina Jolie, cette mutation BRCA1 qui prédispose au cancer du sein et de l'ovaire. Donc en gros, on a développé deux types d'approches génétiques, celle des familles, où on va chercher ces mutations sur cellules saines qui prédisposent au cancer dans 10-15% des cancers à peu près. Et puis la génétique somatique, parce que les cellules cancéreuses, finalement, elles s'affolent toutes. Donc 100% des cancers sont génétiques. Et probablement que la voie de la personnalisation, ça va passer par cette révolution génétique.
Alors vous avez vu le deuxième cas il y a 2 semaines de guérison complète du sida, c'est aussi intéressant. La génétique, c'est pas qu'en cancérologie. Et là, c'est le premier patient Timothy Brown, qui avait guéri du sida. Et en fait, il y a un gène qui s'appelle CXCR5, et peut-être qui favorise le QI, mais en tout cas, c'est 1% de la population, ils sont résistants au virus du sida. Et alors, il avait une leucémie myéloïde chronique, on a intensifié une chimiothérapie, on l'a greffé, mais la greffe du donneur, ben, elle avait ce gène CXCR5, et donc le sida guérit chez lui. On en a eu un deuxième il y a 2 semaines. Donc ça fait partie de concepts innovants, et quand on sait, vous connaissez cette technologie CRISPR plus que les autres, hein, avec ces espèces de ciseaux moléculaires qui coupent sur certaines séquences l'ADN, soit pour enlever un brin d'ADN, soit pour le remplacer. Alors les Chinois auraient dit qu'ils ont sur un embryon mis le CXCR5, mais les Chinois ils vont nous dire beaucoup de choses et ils vont faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller avec ces nouveaux outils, essayer d'innover. Alors simplement pour apporter en clinique, parce que c'est vrai que on en a tous l'expérience, d'un patient qui était en train de mourir, que je traitais pour une tumeur indifférenciée du péritoine. Il y avait 3 litres d'albumine qui sortaient du ventre par jour, enfin 30 grammes d'albumine et 3 litres d'acide qui sortaient chaque jour du ventre. Et à l'époque, on avait fait un séquençage génétique tumoral. On a donné une thérapie ciblée, on a trouvé un BRAF, on a donné un anti-BRAF. C'était pas encore sorti à l'époque. Et puis il a fait fondre en 7 jours sa tumeur et en 1 mois 15 kilos de tumeur, et puis il vivait normalement. Ça, on n'a jamais vu avec des chimiothérapies. Alors ces progrès-là, c'est pas seulement la cancérologie, puisque quand on va voir en médecine interne, une équipe française aussi ici, c'est des histiocytoses. Alors, languérantienne ou non languérantienne, maladie de Erdheim-Chester, où là vous voyez aussi des patients avec des péricardites, des problèmes neurovasculaires, des problèmes neurologiques. Vous voyez la mutation BRAF, vous donnez le comprimé que vous donnez en cancérologie, l'anti-BRAF, et là vous arrivez à mettre au calme toute cette maladie histiocytose. Alors est-ce que c'est forcément cher, hein, cette médecine innovante? Pas du tout. Les cardiologues, ils regardaient les grandes cohortes de patients et ils nous disaient, vous savez, quand on donne l'aspégique, ça diminue les infarctus, mais ça diminue le nombre de cancers du côlon. Alors tantôt on nous disait que ça diminue, tantôt ça diminue pas. Et ils ont identifié des populations où il y avait des modifications de la voie PI3 kinase. Vous savez, ces anticox. Et donc avec de l'aspégique, un petit comprimé, ça donne une efficacité anti-cancer bien supérieure à des médicaments beaucoup, beaucoup plus chers. Donc en fait, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup de sous, il faut juste réfléchir différemment le médicament. Et comme disait Voltaire, les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Donc il va falloir, et je vais prendre quelques drogues importantes pour symboliser cette médecine personnalisée. Alors Judah Folkman, qui était un chirurgien pédiatrique, qui opérait les enfants en temps de guerre, on l'a laissé signer un édito dans New England en 70, mais sans y croire. Et lui disait, vous savez, quand j'opère des tumeurs bénignes, elles saignent beaucoup moins que les tumeurs malignes. Alors si tout le monde se concentrait sur la cellule tumorale, il s'est concentré sur la vascularisation, l'angiogénèse, et il a développé les anti-angiogéniques. Il aurait pu avoir le prix Nobel posthume, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est toujours faisable. Quand on voyait avant quelqu'un arriver avec une IRM cérébrale et une tumeur majeure, on disait, il ne vous reste pas beaucoup de temps à vivre. Et vous voyez qu'on peut arriver aujourd'hui à stériliser parfois des tumeurs à fort potentiel angiogénique par ces anti-angiogéniques dont il existe une classe absolument importante. Alors ensuite, l'immunothérapie des cancers, ça aussi, ça a défrayé la chronique. C'est que le cancer, quand il rentre dans le corps, il devrait trouver des globules blancs qui l'attaquent et qui le détruisent. Mais finalement, il crache un somnifère, il endort tout le monde et il se développe tranquillement. Et on a identifié, démembré ces mécanismes. Et donc, on va les couper pour réactiver le système immunitaire contre sa propre maladie. Et puis, tout ce qui en découle, avec une meilleure compréhension du système immunitaire, des leucocytes que vous allez dociliser in vitro et apprendre à se bagarrer contre les cellules tumorales, réinjecter les carticelles. Donc tout le monde a suivi ces développements de l'immunothérapie, de la nanomédecine également. Alors ça fait quelques années maintenant qu'on nanovectorise des médicaments, donc le micron du globule rouge et le nanomètre qu'on va manipuler de façon un peu plus fine. Et ces médicaments vectorisés vont nous permettre d'être moins toxiques, plus ciblés, plus dirigés, et donc avec des doses plus importantes, donc qui peut être corrélée parfois à l'efficacité. Et c'est intéressant, à une époque où on commence à démembrer les ciblages et les vecteurs qui vont nous permettre d'atteindre des cellules souches. Voilà. Alors, le médicament va être révolutionné. Ce n'est pas seulement les classes médicamenteuses. Ici, vous avez le premier médicament approuvé par la FDA en 2016. C'est un antiépileptique qui n'a pas été conçu chimiquement. Donc c'est une imprimante 3D qui est assez sympathique, qui a concassé des couches de poudre. Alors ce n'était pas faisable
autrement, c'est 80 fois plus puissant que les antiépileptiques. Et là, vous fabriquez le médicament à la dose que vous voulez, il n'y a pas de stock. Donc l'industrie pharmaceutique commence à dire que le médicament, c'est moins de 7% de son action. Ce n'est pas anormal, parce qu'on va certainement fabriquer du médicament à la demande sans stock et avec des formules un peu plus complexes. Mais quand on voit que ce geek sympathique, il prend les bases d'ADN dans des bidons et il fabrique des brins d'ADN. Donc des bactéries qui n'ont ni père ni mère, et on peut fabriquer des brins d'ADN à transfecter. Avec toutes ces nouvelles technologies, de la bioimpression également, vous voyez ces cellules souches sur des couches de gel qu'on appose les unes aux autres et on va fabriquer des organes. Alors vous savez le problème des transplantations d'organes en France, hein, les 1300 transplantations de foie, les 500 transplantations de cœur, etc. C'est peut-être 600, 800 millions d'euros, des problèmes de donneurs, des problèmes légaux, etc. La bioimpression, c'est une vraie stratégie. Et si on doit englober un peu cette histoire, c'est quoi ? Pendant longtemps, on a été spirituel et astral, puis ensuite on a été assez darwinien. L'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. Et puis si c'est pas juste, tant pis, c'est une vision de la justice. Et là, on a le pape de chez Google, Ray Kurzweil, qui porte un courant de transhumanisme, de transformation de l'humain, la mort de la mort. Et puis on voit aujourd'hui effectivement qu'on a ces lentilles de Google qui vont détecter par les larmes la glycémie et communiquer avec le pancréas artificiel, le rein nanotube, le pancréas, le cœur, etc. Donc on va développer, alors c'est pas l'homme augmenté, c'est peut-être l'homme réparé. Voilà. La manière dont on le dit va probablement avoir un impact sur notre considération de l'éthique. Toujours dans cette revue de cette médecine personnalisée, il va falloir prendre en considération la santé environnementale. C'est qu'aujourd'hui, 40% des cancers sont évitables. Alors par des facteurs carcinogènes comme le tabac, c'est 20% des cancers, mais 30% des décès. Bien sûr, le poids, le surpoids, l'alimentation, l'activité physique, etc. Donc il va falloir qu'on aille vers des programmes de santé-prévention. Pour des biologistes, je crois que c'est aussi intéressant d'explorer toutes ces innovations, et notamment le microbiote, qu'on voit être corrélé à tout un tas de pathologies neurodégénératives, mais également en cancérologie, avec les polypes coliques qui dégénèrent plus ou moins en fonction de l'état du microbiote. Il y a toute une histoire nouvelle à écrire. Et toujours dans cette médecine personnalité, dire que la recherche avance. Alors il y a 10 manières différentes de faire avancer. On en symbolise une parce que c'est joli, c'est l'avatar. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un essai randomisé et puis de vous donner un traitement où 1000 patients américains ont eu 10% d'efficacité, vous prenez votre tumeur, vous la clonez 50 fois dans 50 souris, et quand la tumeur évolue la vôtre, vous essayez des traitements chez vos avatars, et puis ensuite, ça donnera potentiellement une corrélation avec ce qui va potentiellement marcher chez vous. Donc on a tout un tas d'innovations en termes de recherche. Sur le plan technologique, alors nous, au centre Hartmann dont je m'occupe, on est premier centre mondial de radiochirurgie, donc c'est de la radiothérapie guidée par les robots. Et là, on a le CyberKnife, qui est un accélérateur de particules miniatures, qui est monté sur un bras robotisé avec 6 degrés de liberté, donc qui détecte le mouvement des cibles en temps réel et qui adapte son tir aux cibles avec une précision au demi-millimètre sur cible mobile. Si vous avez une tumeur à 2 mm du nerf optique, vous détruisez la métastase dans 95% des cas sans aucun effet secondaire et en gardant la vue. C'est pareil, alors notre thématique à nous, la dysfonction rectile et les cancers de prostate, où vous faites 95% de contrôle sans opérer la prostate, juste en ciblant dessus en 5 séances. Ce qui va être intéressant, c'est les concepts aussi. C'est quand vous détruisez une tumeur du foie, vous ne donnez pas de médicaments par ailleurs, et vous avez les métastases pulmonaires qui fondent. Ça s'appelle l'effet abscopal, à distance de la cible, c'est-à-dire que vous détruisez la tumeur, les cellules dendritiques viennent manger ces antigènes tumoraux, les présenter au complexe majeur d'histocompatibilité, activer une réponse immunogène, et on va avoir une immunothérapie à distance. C'est qu'un traitement local a une action systémique, générale. Donc on est en train de rebattre les concepts de la cancérologie. En tant que clinicien, c'est un peu ça qui m'anime. Hein. Donc c'est vrai que voilà quelques cas. C'est monsieur de 80 ans, coronaropathe, qui a une métastase unique, qui détruit la côte. Il a tellement mal, il ne tolère pas la morphine. Il allait chercher ses petits-enfants à l'école, il n'y va plus. D'un cancer du rein. 3 séances, plus de douleur. 3 ans après, il a toujours plus rien, il vit normalement. Et puis 3 ans, il va chercher ses enfants à l'école, il n'a pas eu un gramme de médicaments. Cette dame-là qui est en train de se paralyser, qui ne bouge plus ses jambes, avec une tumeur intramédulaire, là, si vous la touchez en chirurgie, elle ne bouge plus à vie. Voilà. Et donc là, vous faites 4 séances. Déjà, la première, elle bouge. Et puis voilà, 1 mois après, déjà. Et donc, vous n'avez plus d'effet secondaire. Et donc, c'est l'idée de cette radiothérapie. Alors, les métastases cérébrales, il nous arrive d'accueillir des patients, des fois avec le sourire, alors ils ne comprennent pas.
parce que vous êtes à 95% de contrôle des métastases cérébrales. Et votre problème, c'est quelle musique on va mettre dans la salle de traitement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des... On s'emballe, on va dire. Alors les imageries modernes, où on voit qu'il y a des imageries morphologiques, des formes, comme les IRM, les scanners performants, et les imageries fonctionnelles, les scintigraphies, et le TEP scanner que vous connaissez, maintenant on a des TEP IRM. Alors c'est vrai que pour nous, pour faire des ciblages ultra précis, du diagnostic, ça commence à devenir intéressant. Et puis on a des développements, même l'imagerie de fluorescence, quand les chirurgiens ne savent pas où couper pour les marges de sécurité, on commence à avoir pas mal de techniques d'image intéressantes. Donc si on devait dire la médecine prédictive et personnalisée, je vais passer rapidement au dernier quart de présentation. Bien sûr qu'on va parler de l'impression 3D, de la bioinformatique, de la nanomédecine, de la génétique, de la santé connectée, de la robotisation, etc. On a beaucoup travaillé dessus. Il faut imaginer finalement que ça dépend de la manière, quand on interroge quelqu'un, dont il conçoit son futur. Est-ce qu'on le conçoit en rupture ou en continuité, notre futur? Est-ce qu'on pense le changement immédiat ou le changement différé? Et est-ce que nous-mêmes, nous sommes ouverts ou fermés? Alors l'intérêt d'essayer de travailler de façon prospective et d'essayer de prédire, c'est vraiment pour essayer de construire l'avenir, c'est pas d'essayer de faire juste. Parce qu'aujourd'hui, on voit des patients arriver fatigués, avec des maladies complexes, handicapés, avec des traitements lourds et chers. L'idée demain, c'est d'arriver à faire de la détection précoce. On fait la biopsie d'une tumeur en place, on fabrique le médicament à la demande. Et que sur la carte vitale, au lieu d'avoir des données administratives, on ait les données du génome. Donc, séquençage tumoral, médicaments personnalisés, et qu'à la limite, le cancer soit toujours une maladie infraclinique. Ça, c'est tout à fait possible, c'est même pas une vision futuriste. Après, c'est des questions de coût et de manière dont on va implémenter cela. Bon, il y a eu 2 interventions brillantes où on a montré l'intelligence artificielle au préalable. On peut tempérer aussi, tout le monde connaît Watson, ce robot d'IBM, qui jouait au Jeopardy américain contre les plus grands champions du Jeopardy, et puis il les a éclatés à plat de couture parce qu'il analyse 200 millions de pages de texte par seconde. Alors effectivement, les endroits aux États-Unis où on a commencé à mettre Watson pour apprendre la médecine et l'utiliser, on n'a pas encore des résultats géniaux, mais ça dépend de la manière dont on le paramètre, c'est toujours pareil. Donc pour moi, l'innovation en médecine, finalement, elle est un peu technique, mais c'est ma dernière partie, et peut-être un plaidoyer, c'est surtout la manière avec laquelle on va faire la médecine, et d'avoir compris la relation médecin-patient. C'est-à-dire que la médecine, c'est un art et non une science exacte et rationnelle. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Vous avez le modèle paternaliste. Le patient, il vient, mais docteur, de quoi vous allez m'opérer? Je vous l'ai déjà dit, allez voir ma secrétaire, c'est mardi, j'ai pas le temps. C'est une espèce de sachant qui impose son savoir. Après, vous avez le modèle informatif. Alors là, c'est à l'anglo-saxonne. On autonomise le patient. Alors, monsieur, première consultation, vous avez 30% de risque de métastase. Vous avez un traitement qui n'est pas curatif, qui est palliatif. Vous allez en mourir. Puis démerde-toi avec ça. Et ça, c'est vrai que moi, je m'occupais d'un service avec une dizaine de médecins. Quand les patients sortaient, je sais quel médecin il a rencontré, juste sur sa tête. Et il y a le modèle interprétatif. Et là, il y a un peu délibératif, où là, on va commencer à travailler avec le patient parce qu'il y a des manières d'arriver à accompagner. La vérité humaine et la vérité médicale ont peut-être une autre manière de s'exprimer. Il y a peut-être des façons graduelles d'appréhender les choses. Et le patient peut être cueilli à différentes phases de sa maladie, dans le déni tout d'abord. Alors dans la révolte, c'est un peu plus compliqué la discussion. Il y a des techniques pour essayer de calmer le jeu. L'acceptation et puis, plus grave, la résignation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, nous, en cancérologie et dans l'après-cancer? C'est un peu ça, la consultation. C'est d'arriver, madame, j'ai un cancer du sein, ben, vous savez, docteur, je suis un peu déprimé, je suis fatigué, je dors plus, j'en peux plus, j'ai perdu mon travail, et puis finalement, j'ai mal au cœur, j'ai des picotements des extrémités, et puis ça va pas, j'ai plus de rapport sexuel, et puis j'ai des bouffées de chaleur et de l'arthrose. Comment vous faites en 7 minutes pour faire une consultation comme ça? Et en plus, la médecine a capturé la santé, puisque finalement, la santé, c'est pas que l'absence de maladie, il y a la santé sexuelle, la santé psychologique, la santé sociale, la santé émotionnelle. Donc le modèle est arrivé à bout de souffle. Il y a un très beau rapport qui s'appelle Santé 2022, qui montre bien qu'on ait effectivement 3000 hôpitaux, 1 million de soignants, infirmières et paramédicaux, le système ne répond pas complètement aux attentes des patients, les professionnels de santé nourrissent un mécontentement, qu'il y a des rigidités d'organisation, qu'il y a des tensions financières. Alors bien sûr, on va préconiser le numérique, la formation des ressources humaines, l'organisation territoriale, etc. À moindre échelle, et j'en ai pour 2 minutes et je termine, on a nous décidé de changer notre façon de travailler. Donc moi, j'ai changé de lieu d'exercice et on a monté l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, la maison de l'après-cancer.
Dans cet espace de 2000 m², on fait cohabiter des acteurs paramédicaux, sophrologues, sexologues, psychologues, nutrition, acupuncteurs, ayurveda, musicothérapie, etc. Et les médecins et les paramédicaux ont créé des parcours personnalisés pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Donc on offre les parcours d'accompagnement, mais on évalue. Donc notre richesse, c'est notre database. Et donc tous les patients sont inclus dans ces programmes d'accompagnement. Et pourquoi? Parce que finalement, 23 secondes, c'est le temps qu'il faut à un médecin pour couper la parole d'un patient. Et 70% des patients, même plus, ont recours aux médecines qu'on disait alternatives et qui sont en fait complémentaires. Et donc nous, on prône finalement une santé intégrative, avec une médecine intégrative, où l'idée, c'est pas seulement de soigner, mais c'est de prendre soin, où on commence à retravailler la communication thérapeutique. Exemple simple, on ne dit pas ça ne va pas être long, parce que le cerveau n'entend pas la négation, on dit ça va être court. On ne dit pas n'ayez pas peur, on dit soyez rassurés. Il y a une manière de parler avec les gens. Donc on a monté un cercle de réflexion émotionnelle pour travailler sur les sentiments, le sentiment d'insécurité, etc., un espace éthique. Et c'est mes 2 dernières diapos. Le temps d'adoption des technologies, on en a parlé juste avant. L'idée aujourd'hui en innovation, c'est d'avoir un raisonnement exponentiel. Quand vous faites 30 en linéaire, 30 pas, c'est 30 mètres. En exponentiel, 30 pas, c'est 26 fois le tour de la Terre. Ce qui est important, c'est que pour arriver à avoir 100 millions d'adhérents, il a fallu 75 ans pour le transistor, 25 ans à la voiture, 20 ans au réfrigérateur, 16 ans au téléphone, 6 ans à Facebook, 3 ans à WhatsApp. Moi, je me suis arrêté là. 1 an à Candy Crush, 9 mois pour Pokémon. Donc notre problème, ce n'est pas d'implémenter rapidement une innovation, on en a plein des innovations. C'est d'arriver à se servir de ces outils pour transformer la médecine. Et même si on a tous fait la visite avec des grands patrons, on était 20 derrière, et quand ils entendaient un souffle au cœur, on applaudissait. C'est vrai que moi, j'ai plus de stéthoscope, mais de mon iPhone, je peux faire une échographie cardiaque et voir les valves. Donc le problème, finalement, c'est quel type de médecin on veut aujourd'hui. Bien sûr, il nous faut des cliniciens, mais il nous faut des éthiciens, il nous faut des algorithmiciens. Et quand on sait que 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, on en a juste pris 2. L'euthanologue, c'est celui qui va faire de la gestion des demandes d'euthanasie. On en a un paquet. En fait, c'est une demande de ne pas souffrir. Ça s'est transformé en demande d'euthanasie. Les algomédiqueurs, c'est les concepteurs d'algorithmes. Ma dernière diapo, c'est de dire que finalement, une médecine personnalisée, il va falloir intégrer le numérique parce que le numérique va réhumaniser la médecine. On va déléguer des tâches répétitives. Mais quand on a effectivement 11 millions de patients en ALD, on ne peut pas prôner du tout curatif, il faut aller au préventif. Et il va falloir qu'on ait des politiques de prévention, une action environnementale, mais pas seulement sur les éléments naturels, mais social, culturel. La médecine d'aujourd'hui, elle se travaille pas avec les médecins. Elle est un problème de société, et la santé, ça devrait être un droit pour tous. Donc l'idée, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Voilà, je vous remercie.